Monsieur Zola et le vote de la Chambre, chez Monsieur Émile Zola. Que pensez-vous du vote de la Chambre sur l'affaire Dreyfus demandai-je hier matin à Monsieur Émile Zola. À ces mots, les traits du maître s'empourprèrent. Il serra les poings et me répondit, avec une superbe colère, « Je pense que cette Chambre infâme vient de se déshonorer une fois de plus. Hier, elle s'est couverte de honte. Elle a commis une abomination. Depuis que je suis levé, je cherche comment lui faire connaître mon indignation. » Quel triste temps que le nôtre, quel indigne, quel immonde spectacle nous est donné! Dire que pas un seul député n'a osé monter à la tribune pour faire entendre quelques paroles de raison et de bon sens, que pas un n'a eu le courage de s'écrier, au-dessus des intérêts mesquins et temporaires de votre veine politique, au-dessus de vos rancunes et de vos haines, tas de petits esprits que vous êtes, il y a l'humanité et la justice, il y a l'honneur de la France. Ne vous apercevez-vous donc pas que vous faites de mauvaises besognes, de mauvaise cuisine parlementaire, qu'il y a un frisson dans l'air, que l'Europe entière a les yeux fixés sur vous, qu'elle vous écoute et vous juge? Je reçois beaucoup de visites, vous le savez. Tous les étrangers que je vois me disent « La France n'est donc plus la grande France, la généreuse, la juste France de jadis. Que se passe-t-il donc chez vous ?» Et, humilié dans mon ardent patriotisme, attristé, confus, je ne sais que leur répondre. Oui, hélas, il y a quelque chose de changé chez nous, parce que la France est aujourd'hui gouvernée par une pourriture qui corrompt tout ce qu'elle touche. C'est qu'il n'y a plus ni conviction, ni principe, mais seulement l'amour de l'argent et les intérêts électoraux. Voilà où nous en sommes tombés, quel bout! Il n'y a pas un homme de conscience à la Chambre, non, pas un seul, car sans cela il eût compris son devoir et l'eût courageusement accompli, laissant hurler les imbéciles. Ah, si un Lamartine, un Louis Blanc ou un Victor Hugo eût été là, les choses se fussent passées autrement. Un Hugo n'eût pas laissé s'accomplir l'odieuse besogne, sans faire entendre la grande voix de la justice, sans défendre le droit des gens. Il eût trouvé dans son éloquence des paroles généreuses qui eussent atteint leur but. Et ces ministres qui se sauvent par des mensonges adroits et qui trichent sur les mots dans leur terreur de demain. Il faut lire leurs discours entre les lignes. À dessein, ils ont créé l'équivoque avec l'espoir de se ménager une porte de sortie en cas d'accident. Il est impossible d'être à la fois plus sot, plus impudent et plus bête qu'eux. Soutenir par exemple que l'affaire Esterhazy et l'affaire Dreyfus ne sont pas connexes, c'est d'une imbécilité monumentale, puisqu'Esterhazy est accusé d'être l'auteur d'un bordereau pour lequel Dreyfus a été condamné. Le général Billot et M. Méline, invoquant l'honneur de l'armée, me rappellent Rouher, agitant le spectre rouge. Note, Eugène Rouher, avocat, sénateur et plusieurs fois ministre, avait tenu un rôle prépondérant sous l'Empire qui lui avait valu d'être qualifié de vice-empereur. Fin de la note. Il suffisait que Rouher parlât du spectre rouge sous l'Empire pour que le corps législatif se montrât docile. De même, maintenant, quand on parle de l'honneur de l'armée, les oppositions se taisent, il n'y a plus que des députés à plat ventre. L'armée aujourd'hui, c'est tout le monde, puisque tout Français est soldat. Attaquer l'armée, qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont là des mots vides de sens. Esterhazy, déféré au premier conseil de guerre, représente-t-il l'armée? Et le général Billot se considère-t-il comme solidaire de cet individu qui, s'il n'est pas un traître, en a tout au moins l'étoffe? Pauvres gens, il me ferait rire vraiment en toute autre circonstance. N'est-il pas comique de voir d'anciens révolutionnaires frappés par les conseils de guerre prétendre que les conseils de guerre sont infaillibles? Ah, je les connais, les conseils de guerre. Je les ai vus fonctionner en 1871. À diverses reprises, je me suis efforcé de leur arracher des amis tombés entre leurs pattes. Je sais donc comment ils rendent leur jugement. Eh bien, cela dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Non, il n'y a pas de tribunaux infaillibles, et, de très bonne foi d'ailleurs, des juges militaires peuvent, plus que tous les autres, condamner un innocent. Voilà ce que les bas politiciens ne veulent pas comprendre. Voilà pourquoi ils sont infâmes. Je ne trouve pas, voyez-vous, d'expression qui représente suffisamment le mépris et le dégoût qu'ils m'inspirent. Si vous en trouvez une, employez-la, je vous en serai reconnaissant. Monsieur Zola s'est levé, il me reconduit. Quelles peuvent être, d'après vous, les conséquences du vote d'hier?
Mais aucune, me répond-il en descendant l'escalier. Nos députés sont des pantins qui s'agitent dans le vide. Le vent emporte leurs paroles. Ils n'empêcheront pas plus la vérité de continuer sa route que les nuages dont le ciel est obscurci n'empêchent la clarté du jour d'arriver jusqu'à nous. Et dans l'entrebâillement de la porte vitrée qui donne sur le vestibule, M. Zola ajoute « Ces votes n'auront d'autre résultat que de donner une satisfaction momentanée à la presse immonde, à la presse affamée de scandales, chez laquelle le souci du tirage remplace les convictions, à la presse qui affole la France et travaille à sa décomposition. » Note. Lors de la séance du 4 décembre, le président du Conseil Méline à une question du député André Castelin avait répondu cette phrase demeurée célèbre. « Il n'y a pas d'affaire Dreyfus. Il n'y a pas en ce moment et il ne peut y avoir d'affaire Dreyfus. » Le ministre de la Guerre, Biot, avait en réponse à l'interpellation d'un autre député, Albert Demain, répondu « Pour moi, en mon âme et conscience, comme soldat, comme chef de l'armée, je considère le jugement comme bien rendu et je considère Dreyfus comme coupable. » Il avait ajouté combien il considérait comme douloureux et pénible de lire des outrages semblables, de voir une campagne que je ne saurais qualifier poursuivie contre l'honneur national et contre l'honneur de l'armée. Journal officiel, 5 décembre 1897, pages 2734 et 2736. À la fin de la séance, par 308 voix contre 62, fut voté l'ordre du jour suivant. La Chambre, respectueuse de l'autorité de la chose jugée et s'associant à l'hommage rendu à l'armée par le ministre de la Guerre, passe à l'ordre du jour. Idem, pages 2740 et 2749. Confère aussi la note 2 du texte suivant. Fin de la note.